Cet ourson a beau s'enfuir, son sort est déjà scellé. Chaque minute en France, 130 de ces animaux moelleux disparaissent, rattrapés par de redoutables prédateurs. Les enfants. Le petit ourson, comme des dizaines d'autres biscuits, composent leur goûter quotidien. Paille d'or, petit écolier, granola, ils sont tous très connus. Chaque année dans le monde. Fabrication, marketing, création de biscuits. C'est de lettres toutes simples. Aujourd'hui, Val de l'Or. Pour découvrir comment tout a commencé, il faut remonter le temps. Emprunter une petite route de campagne de la région nantaise. Le passé de Lue n'est pas gardé dans un endroit comme les autres. Celui qui veille sur l'histoire de la marque, c'est le comte Christophe de Goulaine. C'est un château qui est dans la famille depuis toujours, puisqu'on sait que la famille s'est installée ici il y a un peu plus de 1000 ans. C'était aux environs de l'an 944. Alors ça, c'est certainement le plus beau salon du château, c'est le salon bleu. Si lors de ses visites, Monsieur le Comte est intarissable sur les anecdotes de ses ancêtres. Ce sont des armoiries royales. On retrouve les fleurs de lys de France et les 3 léopards d'Angleterre. Il a aussi appris à le devenir lorsqu'il parle d'un autre trésor. Si vous voulez bien me suivre. Voilà. Un trésor qui, cette fois, n'a rien à voir avec l'histoire de sa famille. Depuis 15 ans, Christophe de Goulaine conserve précieusement dans les écuries du château les reliques de l'une des plus vieilles marques de France. Voilà, bienvenue dans le musée Lue. Dans cette grande salle, à la demande du biscuitier qui le rémunère pour cela, il expose de vieux spécimens de biscuits, des affiches, des photos, la mémoire de la marque. Car c'est ici, dans la région, que l'épopée de Lue a débuté il y a 167 ans. Là, on retrouve toute l'histoire du plus célèbre biscuit de France, Lue, maison fondée en 1846. Comme souvent, l'histoire commence par une rencontre. Celle de Jean-Romain Lefebvre et de Pauline Isabelle Utile. En 1846, le couple ouvre cette pâtisserie dans le centre de Nantes. Une boutique qu'ils vont appeler Lue, elle pour Lefebvre et U pour Utile. Dans leur commerce, ils vendent des biscuits traditionnels, des macarons ou des boudoirs, avec un plus pour l'époque, un service très soigné. Le mobilier que l'on voit là, c'est le mobilier de la première boutique. Là, vous voyez, ça c'est le comptoir où on achetait ces gâteaux. Si vous voulez, l'idée a toujours été de très bien présenter quelque chose qui est tout simple, qui est un biscuit. Donc on sert les gâteaux avec des gants, il y a des coupes en cristal, tout est très bien présenté. Mais c'est leur fils, Louis Lefebvre Utile, qui va vraiment faire décoller la marque Lue. L'homme a de l'ambition et il rêve de surpasser les Anglais. À l'époque, ce sont eux les rois du biscuit. Alors il va avoir une idée, créer de toutes pièces un nouveau gâteau. En 1886, il lance un biscuit tout simple, fait de beurre et de blé, qu'il appelle le petit beurre. Seulement, pour se différencier de ses concurrents anglais, il va donner à son biscuit une forme très particulière. Dans sa création, Louis Lefebvre Utile ne laisse rien au hasard. Quand on regarde un petit beurre, et si on compte son nombre de dents, on s'aperçoit qu'il a 52 dents.
sont les 52 semaines dans l'année. Les 4 coins, les 4 saisons, les 24 points sur le gâteau qui représentent les 24 heures de la journée. Et bien sûr, les 24 biscuits dans un paquet. On retrouve ça. Pour assurer le développement de son nouveau biscuit, Lefebvre Utile va avoir une autre idée. Recourir à une technique de vente balbutiante à l'époque, la publicité. Partout, il affiche sa marque, sur le toit des tramways et en très grand, sur les murs des immeubles. Le biscuit et les 2 lettres de l'enseigne deviennent incontournables. Mais Louis Lefebvre Utile ambitionne de devenir le numéro 1 du biscuit. Alors il continue à innover. En 1905, prouesse technique à l'époque, il met au point des gaufrettes en forme de bottes de paille, fourrées de confiture. La paille d'or est née. Dès lors, son usine tourne à plein régime. D'artisanale, son entreprise devient progressivement industrielle. Jusqu'à 1200 ouvriers fabriquent alors des dizaines de gâteaux différents. Beaucoup ont disparu, mais certains sont arrivés jusqu'à nous. À commencer par le plus ancien, le petit beurre. Si sa recette n'a pas beaucoup varié, 100 ans plus tard, le lieu de fabrication, lui, a bien changé. L'usine n'est plus située au cœur de Nantes, dans ces imposants bâtiments qui gardent encore les traces du passage de l'U. Aujourd'hui, le petit beurre est fabriqué à une 20aine de kilomètres de là. Retrouver sa trace est assez facile. Une odeur très présente de biscuits flotte tout autour de cette usine. C'est ici que la marque garde jalousement ses secrets de fabrication. Il y en a un que Marina Marchini, la responsable qualité, met très souvent en avant lorsqu'elle parle de la recette du petit beurre. Il est surtout fait à l'ancienne, de façon traditionnelle, presque artisanale. Et elle le dit souvent. C'est comme à la maison, hein. Quand on fait un gâteau, c'est exactement le même principe. Donc là, encore une fois, c'est comme à la maison. Encore une fois, c'est comme à la maison, hein. Quand vous faites un gâteau... Certes, la plupart des ingrédients sont les mêmes que ceux utilisés par les pâtissiers amateurs. Mais on est tout de même bien loin du « comme à la maison ». Ici, la production est industrielle. Un site de 50 000 m², 11 lignes de production, 420 ouvriers. Près d'1 milliard de biscuits fabriqués l'année dernière. Ce sont 600 000 paquets de petits beurres par semaine qui sortent de cette usine. Les ingrédients arrivent par camion. Chaque jour, 120 tonnes de farine de blé sont déversées dans un tuyau pour rejoindre les autres matières premières du gâteau. Des mottes de beurre de 25 kg sont broyées. Le tout est mélangé à du sucre, à de la poudre de lait et à des arômes. L'ensemble est pétri pour obtenir cette pâte. Dans ce bac, l'équivalent de 5000 paquets de gâteaux. Une pâte qui va maintenant passer dans des moules à la forme rectangulaire du biscuit. Les petits beurres sont fabriqués à la chaîne. Et pour assurer sa rentabilité, l'entreprise, en bonne ménagère, veille à ce que rien ne soit gâché. Par exemple, ce surplus de pâte issu du découpage est récupéré, redirigé vers le début de la chaîne et réintégré dans la pâte de départ. On n'a pas de perte ici, puisqu'on a la chance, avec ce process-là, de pouvoir récupérer la pâte autour. Est-ce que ça représente beaucoup en volume, la remuure Ah ben ça représente, on a bien, je dirais 20% à peu près hein, de la pâte. Donc c'est important de pouvoir la réincorporer en continu dans la pâte. Reste à cuire le biscuit grâce à cet impressionnant tunnel de four. Il s'étale sur une centaine de mètres. Le gâteau est cuit à différentes températures pendant environ 10 minutes. L'objectif, obtenir une dorure homogène sur la partie centrale et plus soutenue sur les coins.
Le petit beurre, c'est la valeur sûre de la marque. Il lui permet de gagner beaucoup d'argent. Combien exactement? Difficile d'avoir une réponse à cette question. Et combien ça coûte à faire un paquet comme ça? Je ne peux pas vous dévoiler le prix de fabrication du produit. Ce n'est pas ici, dans l'usine, que nous en saurons plus à ce sujet. Pour comprendre à quel point le petit beurre est rentable, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste. Il a fait les comptes et ils sont vertigineux. Ouais, ok, laissez-moi pour le week-end et puis on s'en reparle en début de semaine. Hein. Dans ce cabinet de conseil, Yves Marin aide les groupes alimentaires à résoudre leurs problèmes de marketing ou de production. Il a travaillé pour lui il y a 1 an. Et il a calculé qu'un paquet de petits beurres ne coûterait environ que 31 centimes d'euros à fabriquer. À cette somme de coûts de production vient s'ajouter les coûts de recherche et développement, les coûts de publicité, les coûts de force de vente, les coûts de rémunération de la distribution, bref, toute une panoplie de coûts qui, quand on en fait le grand total, laisse comme bénéfice net à la marque LU un bénéfice de l'ordre de 10 à 15% du prix de vente. Une rentabilité habituelle dans le secteur des biscuits et qui rapporte des sommes colossales. Sur un paquet de gâteaux vendu 83 centimes d'euros, la marque empocherait autour de 10 centimes. Sachant qu'elle en vend 35 millions chaque année en France, cela fait déjà plus de 3 millions d'euros de bénéfices rien qu'avec ce gâteau centenaire, amorti depuis longtemps. Et ces bénéfices se répètent avec d'autres gâteaux créés par l'enseigne tout au long de son histoire. Figolu, granola, ou plus récemment en 1983, le fameux petit écolier. Hey, gâteau. C'est pour qui cette délicieuse tablette de chocolat sur ce croustillant petit beurre? C'est pour moi. Seulement, pour rester leader incontesté des biscuits, il faut sans cesse trouver des nouveautés à proposer. Et il existe un moyen somme toute très simple d'élargir sa gamme. Un moyen que l'entreprise va beaucoup utiliser à partir des années 70. Récupérer les recettes des concurrents en s'associant à certains d'entre eux ou en les rachetant carrément. Ainsi, elle met la main sur des biscuits très connus, Pépito, La Barquette, Mikado ou encore Prince. Ce n'est pas une recette maison, c'est un gâteau obtenu auprès d'une entreprise belge en 1980. Des gâteaux qui vont enrichir le catalogue de la marque, mais aussi ses comptes. Mais même en dégageant des millions d'euros de bénéfices, l'entreprise n'a pas toujours connu des jours tranquilles. Il y a quelques années, elle a vécu un épisode douloureux qui a fait la une des journaux. Nous sommes au début des années 2000. Ces employés sont en grève car LU, leur employeur, va licencier plus de 500 personnes et fermer 2 usines. Des sites jugés pas assez productifs, alors que la marque est rentable. Pour être en colère, on est en colère, oui. Parce qu'on n'a pas le droit de licencier quand on fait des bénéfices comme ils font, c'est tout. À cette époque, LU n'est plus depuis longtemps une entreprise familiale. La marque appartient au groupe français Danone. En 1987, le géant de l'alimentaire a mis la main sur le fabricant de biscuits. Et LU a beau être bénéficiaire, il ne fait plus partie des plans de Franck Ribou, le patron de Danone, qui l'exclut de plus en plus de sa stratégie. Il veut recentrer son entreprise sur ses fondamentaux, les produits laitiers et les eaux minérales. Alors, quelques années plus tard, en 2007, il vend LU pour 5 milliards d'euros à l'américain Kraft. C'est le numéro 2 mondial de l'agroalimentaire, basé à Chicago. Il possède une multitude de marques, telles que Toblerone, Hollywood Chewing Gum ou encore Milka. À sa tête, il y a une femme, Irène Rosenfeld. Et lorsqu'elle rachète la marque, elle constate vite que le leader du marché
est confronté à un danger de plus en plus préoccupant. Il suffit de se promener dans les rayons de supermarchés pour s'en rendre compte. Lu et copié. Des marques de distributeurs proposent quasiment les mêmes produits avec des prix nettement plus bas, jusqu'à 25% moins chers. C'est le cas pour les barquettes, le petit écolier, Prince. Ces copies représentent aujourd'hui près de 30% du marché. Alors pour renforcer le biscuitier français, Kraft va obliger Lu à remettre le paquet sur l'innovation, et notamment en attaquant des rayons où le fabricant était trop peu présent. Ça commence par un investissement de 15 millions d'euros dans ces bâtiments à Saclay en région parisienne. Un centre de recherche pour gâteaux. Ici, les pâtissiers, ce sont 70 ingénieurs en blouse blanche. Les ustensiles de cuisine ont été remplacés par des tubes et des éprouvettes. Ces chercheurs n'ont qu'un seul but, inventer les biscuits de demain pour distancer les concurrents. Alors chaque année, ils testent près de 9000 nouvelles recettes. Bonjour. Au menu de cette réunion, le biscuit dernier-né de l'entreprise. Une tartine à la fraise qui sera vendue sous la marque Belvita. On avait le fourrage qui dépassait légèrement et qui provoquait le collage des biscuits les uns par rapport aux autres. Pour Patrick Roger, le directeur du développement, c'est un nouveau marché à conquérir, celui du petit déjeuner. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, il a mis au point une dizaine de compositions différentes. Au lait, au chocolat, version sandwich ou en tartine. Le fait d'arriver avec des produits comme ceux-ci permet de renouveler l'attractivité, de renouveler l'offre et du coup de permettre aux gens de consommer un jour du sec, un jour du tartiné, un jour du sandwiché et d'avoir perpétuellement un produit qui répond à leurs besoins. En ce moment, ils essaient de mettre au point une nouvelle variété de ce gâteau. Un biscuit à destination des femmes, dans l'air du temps, enrichi en céréales. Au laboratoire, celui qui a la charge de confectionner le gâteau s'appelle Christian. Technicien depuis 10 ans dans l'entreprise, il est spécialiste de la cracotte et des biscuits pour petit déjeuner. J'y rajoute de l'huile de colza. Cela fait plusieurs mois qu'il est à la recherche de la formule magique. Il a déjà réalisé des dizaines d'essais. On fait un complément avec du sucre cristal normal. La difficulté, c'est qu'en rajoutant plus de céréales dans le biscuit, c'est l'équilibre de toute la recette qu'il faut revoir. Alors, flocons d'avoine. Et flocons de seigle maltais. Et c'est loin d'être facile à faire. Qu'est-ce que ça va devenir, cette pâte? Ça va devenir du biscuit, enfin j'espère. Car avec autant de céréales, les biscuits risquent d'être trop secs. Voilà, on arrive à former une mode comme ça. Donc normalement, on devrait arriver à former un biscuit. Voilà. Pour le vérifier, Christian dispose de 4 lignes de production, les mêmes que celles de l'usine mais en miniature. Il teste ainsi la fabrication dans les conditions du réel. 10 minutes plus tard, les prototypes du jour sortent du four. Le technicien doit s'assurer qu'ils répondent à des critères précis, comme le poids ou les dimensions. Par exemple, pour bien emballer les gâteaux dans le paquet et éviter la casse, 10 biscuits alignés ne doivent pas dépasser 450 mm. Et là, Je suis un petit peu large. c'est perdu. Vous voyez, c'est 450 et là, je suis à 492. Chaque gâteau est trop large. Donc il va falloir travailler un petit peu soit sur la formule, soit sur le paramétrage du four. En plus de l'aspect, des dimensions, Christian doit bien sûr tenir compte d'un autre élément essentiel dans la fabrication de ses biscuits. Il faut aussi un goût agréable, il faut plaire aux consommateurs. Et je vous garantis que plaire aux consommateurs, c'est pas facile. Pas facile en effet, car en moyenne, cela prend 18 mois avant qu'un gâteau ne rejoigne les rayons des supermarchés. Des recherches qui coûtent très cher
pour des résultats incertains. Au final, rien ne garantit à l'entreprise que ces nouveaux biscuits se vendront. D'ailleurs, des échecs, le fabricant en a connu quelques-uns ces dernières années. Découvrez EO, la finesse d'une tuile croustillante. Qui se souvient de ces biscuits lancés à grand renfort de publicité en 2008 ? Attention, l'effet EO est contagieux. Contagieux, pas vraiment, car les consommateurs ne sont pas séduits par cette nouvelle gamme. Du coup, le produit est retiré de la vente. Même destin pour cet autre biscuit, lancé l'année suivante. Avant, le bio avait un goût de bio. Aujourd'hui, Lu révolutionne le bio avec la clé des champs. Des gâteaux avec des ingrédients tellement bio que le prix en rayon explose. Ils sont vendus en moyenne 2,60 €, près de 2 fois le prix de biscuits traditionnels. Trop cher pour les clients, la clé des champs remballe ses gâteaux. Ces biscuits ne seront donc jamais les stars du rayon. Pour la marque, ce sont des échecs cinglants et très coûteux. À chaque fois, des millions d'euros de perdus. Alors la firme américaine va trouver le moyen de développer Lu en limitant les risques. Grâce à une technique toute simple, faire du neuf avec du vieux. Retour chez notre spécialiste de l'agroalimentaire. Yves Marin connaît bien les actions que seul un géant mondial peut mettre en place, comme associer des produits qui existent déjà. Certains groupes, comme Kraft, effectivement, se sont fait un peu une marque de fabrique du co-branding. Le co-branding, c'est quoi? C'est le fait d'avoir sur un paquet 2 marques différentes qui appartiennent au portefeuille de marques de l'industriel. Le groupe mélange l'un des biscuits les plus célèbres de Lu, les Mikado, avec une autre marque forte de son catalogue, les bonbons d'Ain, du chocolat avec du caramel. Ça donne naissance à un nouveau produit, 2 en 1. Ce qui permet de capitaliser sur la notoriété des 2 marques. Il y a des gens qui connaissent Mikado et qui ne connaissent pas d'Ain. Il y a des gens qui connaissent d'Ain et qui ne connaissent pas Mikado. Et donc là, on va essayer de rejoindre le meilleur des 2 mondes sur un seul paquet de biscuits. La recette marche. 1 an après leur lancement, ces Mikado au daim connaissent un joli succès en rayon. Alors Kraft, le géant américain, tente de nouvelles alliances. Le co-branding fonctionne pour Lu, puisque Lu le pratique à large échelle aujourd'hui. On trouve des produits co-brandés avec Côte d'Or, je pense aux biscuits qui ciblent l'adulte. On trouve des produits co-brandés avec Milka sur des biscuits chocolatés par exemple. Ce mélange de produits n'en est qu'à ses débuts. En attendant qu'ils produisent les bénéfices espérés, la marque surveille de près son fonds de commerce. Ces biscuits qui sont sa rente quotidienne depuis des dizaines d'années. Comme celui qui représente à lui seul 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Prince, 4 paquets consommés chaque seconde en France. Alors, pas question de laisser le moindre grain de sable faire dérailler les ventes. Et justement, cela fait plusieurs années que l'entreprise a identifié une faiblesse chez le roi du goûter. Ce jour-là, au royaume de Lu, on attend des ferventes admiratrices du prince. Bonjour, si vous voulez bien me suivre, on va pouvoir commencer, c'est par ici que ça se passe. Elles sont une dizaine et ont 2 points communs. Toutes sont mères de famille. Voilà, on va se rapprocher, ça va être plus sympa. Et achètent au moins 1 fois par mois ces gâteaux. Christophe, l'animateur de la séance, les a convoquées pour comprendre ce qu'elles ont à dire sur le produit. Goûter, c'est ça ? Donc vous êtes comme ça, et bien vous allez me reproduire en fait la manière dont ça se passe au goûter. Alors vous faites vraiment comme si vous étiez à la maison. Je ne suis pas là. Il leur propose de faire un jeu de rôle. Alors Lydia, montrez-nous. Allez les enfants, au goûter, on se lave les mains, on se dépêche, allez. Parce qu'il y a les devoirs après, il y a les douches et tout, donc on n'a pas forcément le temps. Donc c'est ça, et voilà. Donc voilà. Voilà quoi? On est obligé de retourner le paquet, donc de mettre des miettes partout pour pouvoir le prendre. Et alors? Et alors, je suis obligée de passer la pelle et la balayette derrière eux. Nathalie? Oui, alors moi je suis toujours pareil, sur tomber sur un paquet comme ça m'arrive, c'est que c'est récalcitrant, c'est que vous voyez, j'arrive pas à ouvrir avec le truc rouge, donc alors je fais comme ça, comme je vois. Parce que j'ai pas réussi, alors j'arrache. Des problèmes d'ouverture, des problèmes de miettes. Depuis sa création, l'emballage de Prince n'a quasiment jamais changé. Le chevalier de ces dames a besoin d'un sérieux lifting.
À la tête de l'opération, Aude Macheneau, responsable marketing, et Peyman Ganchi, en charge des emballages pour l'entreprise. Il faut bien 2 personnes pour s'occuper du biscuit Star. Ce problème d'ouverture de paquets, ils le connaissent, car des consommatrices mécontentes, il y en a en fait des milliers en France. Le problème a même envahi les réseaux sociaux avec un groupe au nom éloquent. Si toi aussi tu galères pour retirer un prince du paquet, et on voit qu'il y a 43 000 fans dans ce groupe, donc on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Alors, ils se sont lancés à la recherche du nouvel emballage. 2 ans pour essayer de trouver le paquet de demain. Ils ont commencé par ce modèle qui ressemble à un paquet de chips durs. Ce pack répondait bien aux 2 premières attentes. Effectivement, c'est facile à ouvrir, c'est facile à refermer. Mais par contre, pour attraper les biscuits, elles sont un peu obligées de faire comme aujourd'hui. Le problème de miettes n'est donc pas réglé. Retour à la case départ. Ils se sont ensuite tournés vers une solution qui existait déjà dans la maison Lu. Ils se sont inspirés de l'ouverture du paquet de ces gâteaux apéritifs. Ça répond bien aux attentes d'ouverture, de fermeture et également une bonne prise en main des biscuits. Mais là encore, ça coince. Avec cette solution, impossible de mettre la main sur les 3 gâteaux restants. Une fois qu'il y a une difficulté à attraper les derniers biscuits qui sont au fond du paquet. Aujourd'hui, ils pensent avoir trouvé la bonne option. Ils veulent la faire tester aux fameuses consommatrices réunies ce jour-là dans leurs locaux. Donc dans un premier temps, vous gardez toutes vos impressions pour vous et vous les notez. Voici leur dernière proposition. Une ouverture adhésive similaire à celle des gâteaux apéritifs, mais située cette fois en bas du paquet, pour pouvoir récupérer les derniers biscuits. Alors on va commencer, Leïla, impression. Écoutez, l'ouverture elle est très pratique, d'autant plus que les enfants ils peuvent se servir tout seuls. Ça c'est un bonheur. De l'autre côté du mur, derrière une vitre sans teint, Aude et Peyman sont très attentifs. Ils n'en perdent pas une miette. On a fait des tests en interne sur combien de fois on peut ouvrir, refermer. Et ça, on est sûr que dans le temps, ça tient. Sur la durée de vie d'un emballage, ça ne pose aucun problème. Absolument. Aucun problème ou presque, car le directeur du packaging a oublié un petit détail pratique pointé du doigt par une maman. Encore et toujours ces fameuses miettes qui, cette fois, mettent à mal l'adhésif du nouveau paquet. Maintenant, le système en lui-même, là, tout de suite maintenant, me convient pas parce que j'ai essayé de mettre des miettes, voir si ça marchait, parce qu'au fur et à mesure de les prendre, il y a forcément des miettes, c'est un gâteau qui est très... Et là, ça colle plus. D'accord. Bon, alors moi, je leur dis quoi? On y va pas? On y va, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, vraiment? Ou c'est juste comme ça? On y va, mais on revoit le concept de la fermeture. S'assurer que ça ferme. Bon, ça, ça reste bien hermétique, ça évite que l'air passe et que ça dessèche pas les gâteaux. Reste encore à régler ce petit problème de passage d'air en élargissant le scotch. Bref, les équipes de la marque ont encore un peu de travail sur cet emballage. Voilà, on va se diriger vers... Avec toutes ces techniques, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 10% ces 3 dernières années. Le biscuitier réalise désormais dans le monde plus de 800 millions d'euros de bénéfices.